Pierre Grandjean, qui est entrepreneur, qui a créé une entreprise, une marque qui s'appelle Mon Petit Polo Français, qui est produit uniquement et complètement en France. Et donc on l'a invité ce soir pour nous parler de produire en France. Ça a comme enjeu à la fois économique, marketing, politique, sociaux, etc. Il est bien placé pour le savoir puisqu'il travaille là-dedans. Pierre, ta parole. Très bien. Voilà. Santé, Donc ici pour vous parler du Made in France, effectivement. Je ne savais pas vraiment sur quel sujet m'orienter en particulier, parce que le Made in France est un sujet qui est assez vaste, qui peut aussi paraître très simple. Peut-être ennuyeux sur certains points, donc j'ai décidé, si vous l'acceptez, de vous parler un petit peu de moi et de mon petit polo français pour commencer, pour resituer le contexte, puisque vous ne connaissez pas forcément, j'en profite pour faire ma petite publicité et vous mettre dans le bain. Et à partir de ce thème qu'est le Made in France, continuer sur le protectionnisme économique que vous avez abordé, je crois, à travers une conf avec Bernard Carayon, pour certains d'entre vous. De continuer sur le thème du savoir-faire français, qui est un thème important dans le cadre du Made in France. De parler du rayonnement de la France à l'international, puisque c'est intimement lié. Et de finir sur la problématique du coût du travail dans l'Hexagone, qui est également très lié au sujet de la production et de l'industrie française. Donc pour me présenter un peu plus en détail, donc je suis étudiant en master de droit ingénierie financière à Lyon. Je suis à temps partiel chargé d'affaires en fusion-acquisition dans un petit cabinet lyonnais. Et puis j'ai monté depuis quelques mois mon petit polo français, donc, comme son nom l'indique, qui est une marque de textile 100% fabriquée en France. Mais l'idée, vous la connaissez tous, c'est on se lève un matin, on l'a et puis on essaie de la développer. Et donc j'ai voulu acheter un polo ou une fringue fabriquée en France en me disant est-ce qu'il y en a encore? C'était un moment où on n'en parlait pas vraiment, c'était à la fin de l'année 2011. C'était pas du tout un sujet d'actualité contrairement à maintenant. Des produits fabriqués en France, on en trouvait peu et il y avait encore moins de publicité qu'on en produisait. Donc je me suis dit, ça n'existe pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait plus en faire? Est-ce que c'est pas viable économiquement parlant? Ou est-ce que c'est un créneau à exploiter? Donc après quelques petites études de marché, c'est une entreprise qui s'est lancée. Donc je commercialise ça depuis le début du mois de juin. À l'heure actuelle, on en est à 250 polos vendus. 250 polos 100% made in France. Là, on s'élargit sur le nouveau coloris, une nouvelle taille. On lance une gamme de cols roulés. Le but étant d'arriver à une véritable gamme de vêtements dans le respect du 100% made in France. Est-ce que je vous présente le produit vite fait pour que vous compreniez ou... Ouais. Donc ça, c'est un petit polo français. Donc a priori, c'est ressemblant à qu'on peut porter habituellement quand on va faire ses courses chez Ben Sherman ou au printemps pour les plus américanophiles d'entre nous. Donc on a du coton, qui forcément n'est pas produit en France, puisque des champs de coton ça fait longtemps qu'on n'en a plus, si tant est qu'on en ait eu un jour. Hein. Ce coton on le tisse en France dans une usine qui se situe dans l'Aube, à côté de Troyes. Le coton, une fois tissé, est assemblé également dans l'Aube. On a une usine qui centralise les boutons qui sont fabriqués en bois de buis français dans le Jura, la tresse intérieure et extérieure qui est fabriquée dans la Loire à côté de Saint-Étienne. Désolé s'il y a des Lyonnais dans les environs, mais Saint-Étienne ça peut être bien aussi au niveau de l'industrie. On fait une petite broderie qui est en Haute-Saône. On assemble tout ça et ça donne un polo qui est 100% fabriqué en France. Au niveau de la qualité, c'est excellent puisque mine de rien, je suis pas seulement là pour prêcher pour ma paroisse, hein, c'est les retours que j'en ai, 250 polos vendus, un retour d'une personne mécontente, donc en ratio c'est assez sympa. Donc le Made in France, pourquoi? Parce que donc un polo c'est 70 €, les cols roulés c'est le même prix. Donc 70 €, ça peut être cher pour un polo, parce qu'au supermarché je pense qu'on les touche à 10 €. A contrario, quand on va se balader au printemps ou dans un quelconque magasin, un polo coûte entre 80 et 90 € pour prendre des marques comme Lacoste, Ralph Lauren, qui sont les ténors du secteur. Donc en fait, l'approche économique de l'entreprise à ce niveau-là est complètement différente. En ce que Ralph Lauren, un polo fabriqué en Chine ou au Bangladesh, coûte environ 5 €. Le polo est emballé, envoyé à 5 balles pièce quand il arrive ici, tout du transport compris. Ce
Ce qui leur coûte cher, c'est qu'il faut payer Georges Clooney et compagnie. Il y a des campagnes marketing qui sont assez impressionnantes. C'est un peu le même principe qu'une bouteille de Ricard. Je crois qu'il y a des amateurs dans la salle. Une bouteille de Ricard à 14 balles, c'est 8 ou 9 euros de taxe sur l'alcool. C'est 90 centimes de produit, et puis 4-5 euros de marketing. Voilà. Un petit polo français, c'est moitié du prix en production. Arrondissons à 30 euros sur les 70. Le polo sort et plus de 30 euros. 30 euros, pourquoi? Ce sera la fin de notre sujet, parce que c'est un problème de coût du travail en France. On a tout un problème de charge sociale qui fait que quand un salarié est payé 15 euros de l'heure, il en coûte une trentaine à son entreprise. Les chiffres pour un salarié qui coûte 15 euros de l'heure en coûtent 27-28. Charge patronale et charge sociale du personnel comprise, CSG également. Pourquoi est-ce que le Made in France est important? Parce que c'est maintenir l'industrie et l'emploi en France, une idée qui jusqu'à présent n'était plus trop défendue puisqu'elle l'a été pendant un temps. On est devenu un pays amateur de délocalisation, on en vantait les mérites, il y en avait, il ne faut pas le cacher, on reviendra sur ce thème-là, dans le cadre du protectionnisme économique. Mais il y a également beaucoup de désavantages, c'est la face cachée, c'est pour ça qu'on a des entreprises qui sont même des multinationales, qui se réimplantent en France ou qui sont déjà en train de changer leur stratégie de délocalisation. C'est également préserver le savoir-faire français, et le savoir-faire est quelque chose d'extrêmement important en ce que tout pays, toute industrie est basée sur un savoir-faire. Quand on n'a pas de savoir-faire, on ne fait rien, ça coule de source, et donc on achète à l'étranger. Quand on achète à l'étranger, on perd des emplois, c'est la base. C'est également agir pour l'environnement. Alors, je ne suis pas là pour disserter afin de savoir si l'écologie est un combat de droite ou de gauche. Je pense que c'est un combat de tous les instants et de tout citoyen, si on peut se considérer comme tel. En ce que, quand on produit en France, on a des coûts de transport qui sont quasi néants. Quand vous faites venir des conteneurs de Chine, même si vous remplissez le conteneur, ça a un coût assez important. Alors, quand on fabrique des vêtements ou quel que soit le produit, et des produits qui ne prennent pas des places énormes, quand on ramène à un ratio unitaire, c'est peu cher, mais c'est des coûts assez importants, et ça fait partie justement des marges de manœuvre de ces entreprises. Les bobos et le bio, ça ne fait qu'un, et ils ont coutume d'acheter beaucoup de viande ovine biologique. La plupart des labels bio en viande ovine viennent de Nouvelle-Zélande. Ce qui fait que votre petit poulet ou votre, alors c'est pas les ovins, mais votre petit mouton est bio, mais bio après 15 000 km. Est-ce que l'écologie, c'est vraiment accepter de consommer un produit avec un simple label, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt aller le chercher dans la ferme du coin, qui, elle, n'a aucun label, parce que monsieur tout le monde ne s'embête pas avec ça, ça représente un coût, et finalement le vin aurait été nourri d'une façon beaucoup plus écolo, et le plat que vous aurez dans votre assiette le sera davantage. On a également, dans les atouts du Made in France, un service après-vente qui est identifiable et qui est de qualité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ont décidé de créer des boîtes dans des domaines qui sont tout à fait divers, et encore une fois je vais essayer de me détacher du textile qui est mon environnement, même si ça va être la base d'un certain nombre de réflexions. Quand on décide de délocaliser une usine ou tout simplement de faire produire et de ramener des produits en France, il faut avoir un contact avec soit des joint ventures quand on veut s'installer là-bas, ou avec ces fabricants, ce qui représente un énorme problème de communication, de savoir-vivre, ou tout simplement de façon de vivre et de travailler. Il y a des cultures qui sont extrêmement différentes, je ne vais pas m'étaler sur ce terrain-là, ce qui a posé un certain nombre de problèmes. Et quand vous commandez un stock de 10, 15, 100, 200 000 euros de produits en Chine, quand il arrive en France et qu'il ne vous convient pas, souvent il faut faire avec. Donc pour la personne qui se lance avec son budget et qui se plante, ça peut être problématique. Si vous êtes allé faire travailler l'usine du coin, vous prenez votre voiture ou vous y allez et vous pouvez en discuter. C'est également un des atouts du Made in France, et encore plus dans les relations B2B, ça représente un gage de qualité et de réactivité. C'est-à-dire que le professionnel avec qui vous travaillez, c'est qui vous êtes, c'est où vous êtes, ça rejoint le sujet du service après-vente,
et c'est un gage de dialogue et tout simplement une bonne façon de mener son entreprise, d'avoir un rapport aussi bien aux professionnels qu'aux clients, qui est davantage aisé que quand on prend un courriel à l'autre bout du monde. La question majeure, c'est après l'exposition de ces atouts, alors pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas qu'en France? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du ciment qu'en France? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des meubles qui ne viennent que de chez nous ou du textile dans nos bonnes usines? C'est un problème de puissance économique, à mon sens. De puissance économique, parce que tout pays qui veut avoir une certaine influence a besoin d'influence. L'influence économique se traduit par la puissance du pays. On peut en revenir à la puissance de l'Angleterre et sa marine quelques siècles en arrière. Et cette puissance économique, avec la fin des Trente Glorieuses et l'arrivée des crises sociales et sociétales en Occident, la puissance économique a été perdue. Certains vont même jusqu'à dire qu'on est en voie de paupérisation à devenir des futurs pays du tiers-monde. Donc on a utilisé, peut-être à trop bon escient ou à mauvais escient, un certain nombre de pays qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui notamment les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, tous ces pays émergents. On en a beaucoup profité, ça nous a permis de faire baisser nos coûts de production, de proposer aux consommateurs davantage de produits, donc à moindre coût pour lui également, tout en conservant des marges conséquentes. Seulement, aujourd'hui, ces pays ont élevé leur niveau de vie, avec des revendications de la part des travailleurs et des ouvriers, alors que la nôtre a baissé, puisqu'on a perdu des emplois à tous les domaines, dans les secteurs primaires et secondaires, au profit du tertiaire, puisqu'on est devenu des pays, et la France n'est pas le seul exemple, l'Allemagne l'est un petit peu moins, l'Angleterre l'est davantage, des pays qui ne fonctionnent que sur du service, donc du secteur tertiaire. Le service c'est bien gentil, Publicis ça rayonne à l'international, c'est très bien, mais Publicis, dorénavant, travaille avec des entreprises qui ont de quoi les rémunérer, et ces entreprises nationales qui ne sont plus vraiment françaises. Et le problème, c'est que faire du service, c'est très bien, ça ne demande pas vraiment de savoir-faire, ou c'est un savoir-faire qui est davantage axé sur l'innovation en parallèle avec les nouvelles technologies. Un service qu'on a moins tendance à délocaliser, puisque ce sont des métiers à forte valeur ajoutée, qui nous permettent de conserver tout ce qu'on va appeler les classes socio-professionnelles plus dans l'Hexagone, puisque c'est celles-ci qui sont à forte valeur ajoutée et qui vont avoir des taux de rémunération et donc des services facturés à un prix certain. L'industrie, c'est tout le contraire. L'industrie et l'agriculture, il va de même. L'industrie, c'est un secteur qui a une faible valeur ajoutée. Il ne faut pas généraliser, mais dans la plupart des cas, on va avoir des marges très importantes, avec un faible coût du travail. Ce coût du travail, avec l'élévation du niveau de vie au cours des Trente Glorieuses, est devenu un coût prépondérant pour les entreprises industrielles aujourd'hui. À cela s'est ajouté la croissance sociale et tout cet assistanat, entre guillemets, l'AME et la CMU, toutes les contraintes du droit social que certains peuvent connaître, qui font qu'aujourd'hui, être employeur, être entrepreneur, n'est plus forcément intéressant ou est décourageant, puisque à chaque seuil passé de 10, 15, 20, 25 salariés, on a des contraintes qui sont importantes, et ces contraintes se traduisent de manière financière, qui sont des poids très importants pour des entreprises à faible valeur ajoutée qui n'ont pas forcément cette marge de manœuvre économique. Ça s'est traduit par ces fameuses délocalisations. Ces fameuses délocalisations où on allait chercher un ouvrier chinois qui coûtait en règle générale un dixième du coût du travail en France. C'est-à-dire que quand on produisait pour 100 de matière avec un ouvrier qui coûtait 20, on avait en Chine la même chose avec un ouvrier qui coûtait 3. Forcément, quand on est une multinationale qui a beaucoup de cash, on se dit que sur un plan à 3, 5, 10 ans, on va partir en Chine. On part en Chine parce que le transport coûtant finalement peu cher par le biais du fret maritime, on va pouvoir faire puisque le but premier est le profit, c'est clair et net pour ces entreprises-là, on va pouvoir économiser beaucoup et à long terme, puisqu'on sait que sur ces 5 ou 10 années de délocalisation, voire plus,
Le coût du travail en France ou dans les pays développés européens aura lui aussi progressé, puisque les règles sociales et l'assistanat s'alourdissent de jour en jour, d'année en année, au gré des gouvernements. C'est pas forcément une question de droite et de gauche, c'est une question, à mon sens, davantage sociétale, qui fait que l'assistanat qui est passé dans nos mœurs ne se traduit plus d'une manière politique. C'est-à-dire que tout gouvernement à l'heure actuelle doit concrétiser et toujours rentrer dans cet engrenage sociétal de peur d'une baisse de la cote de popularité dans les sondages, d'une peur des grèves, des manifestations et tout. Les délocalisations ont montré leurs limites. Elles commencent seulement à les montrer puisque c'est un processus qui s'est enclenché. Récemment, c'est un horizon de 5 à 15-20 années en arrière pour le gros des délocalisations. Ce qu'on avait mal prévu, est-ce que ces multinationales qui ont mal prévu, et c'est tout à leur tort puisqu'elles étaient censées être dotées des personnes les plus compétentes dans le cadre de stratégies de politique d'entreprise et de stratégies financières, ils n'ont pas prévu, c'est que le niveau de vie des pays dans lesquels on a décidé de délocaliser allait d'autant se développer. Et que finalement tout le coût de cette délocalisation, parce que c'est des coûts très importants, quand on délocalise toute une structure, on doit également délocaliser le savoir-faire, apprendre une culture autre, comment on veut fonctionner, on a des énormes coûts de rebut au début. Tout cela ont été des coûts fixes énormes au début, desquels on a tiré profit pendant quelques années. Aujourd'hui, on fait marche arrière parce qu'on se rend compte que le niveau de vie de ces pays-là, c'est extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'on était de l'ordre de croissance en Chine de 10 à 12%, même si cette année on est à 7 ou 8. On était dans des évaluations de niveau de vie et des évaluations salariales, des augmentations salariales qui pouvaient aller jusqu'à 20-25% par an. En parallèle, l'immobilier augmentait de 40 à 50%. C'est-à-dire que votre mètre carré parisien passe de 9 000 à 14 000 euros l'année prochaine. Il faut bien se rendre compte de la chose, alors que votre salaire ne passe que de 25 à 30. Et donc c'est là où, face aux premières revendications sociales et à un coût qui s'élevait énormément, puisque quand on passe de 1 euro de l'heure à 3 euros de l'heure, en quelques années, c'est énorme. Et quand on passe de 3 à 5 en quelques années supplémentaires, on a multiplié en 5 ou 6 ans son coût de main-d'œuvre par 7. Et on en arrive à un niveau finalement qui n'est plus profitable, puisque toutes les économies d'échelle qui ont été réalisées par ces entreprises, dans un but qui est toujours le long terme, les délocalisations sur un horizon de 5, 10, 20 ans, cet horizon ça ne s'avère plus intéressant financièrement parlant. C'est un intérêt financier. Et ça l'est toujours. Donc on se perd. Et on en arrive à une problématique qui est de dire, bon, on a fait ce choix, est-ce qu'on accepte est-ce qu'on prend la stratégie selon laquelle on continue à rester dans les pays dans lesquels on s'est délocalisé? Est-ce qu'au contraire, on va relocaliser une partie, tout du moins, de la production? Et c'est ce qui se passe en ce moment, ce sont les usines Rossignol. Ça a été le problème de la stratégie d'Electrolux, alors pour le coup on est aux USA, mais qui après avoir délocalisé une partie de sa production en Chine, on a délocalisé une partie au Mexique, a rapatrié sa production chinoise parce que ça lui avait coûté les yeux de la tête, ce qui fait que Electrolux a perdu sa position de leader mondial de l'électroménager pour laisser la place à Whirlpool. Et ben désormais, on va transférer ces usines de la Chine au Bangladesh, parce que le Bangladesh, lui, est toujours à 1 euro. Mais finalement, on se rend compte dans ces entreprises que, financièrement parlant, ce n'est vraiment plus si intéressant que ça. Entre-temps, en l'espace de 5, 10, 15 années, les populations occidentales se sont paupérisées. Et donc on assiste à des revendications sociales qui font contrepoids par rapport aux bons arguments de ces délocalisations. On en vient aujourd'hui à des ministres qui le Made in France. Quelque chose qui était impensable il y a 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, un ministre qui faisait ça, même s'il était de gauche, aurait été traité de facho dans les 5 premières minutes. Et il faut vous rendre compte que c'est vrai. Petit exemple, le salon du Made in France a lieu à nouveau pour la première fois cette année, c'est 9, 10, 11 novembre à l'espace Champeret. Donc mon petit polo français y sera. Ça fait 15 ans que ça n'avait pas eu lieu, puisque ça faisait 15 ans que l'entreprise qui à l'époque l'avait mis en place avait décidé d'arrêter pour des histoires de connotations politiques péjoratives. Ça n'intéressait plus personne. Sauf que quand les lobbies et les syndicats se mettent à défendre coûte que coûte l'industrie, et quel que soit le gouvernement en place, puisque là on ne peut plus se plaindre auprès de M. Sarkozy, plaint auprès de M. Hollande, ce qui fait qu'on entend des syndicalistes CGT dire « je me suis fait baiser parce que j'ai voté Hollande, mais finalement ça n'a servi à rien ». Donc on se rend compte que c'est un problème général. Et puis on a des poids très importants de bonne éthique. Alors là ça dépasse le Made in France, c'est
tout ce qui tourne autour des responsabilités sociétales et sociales de l'entreprise, poids de l'éthique d'entreprise, de l'image de marque. Aujourd'hui, cette image de marque, elle n'est plus de dire, regardez, on fait évoluer les pays du tiers-monde ou les pays émergents, elle est de dire, regardez, on crée aussi de l'emploi en France. C'est tout le problème de Peugeot à l'heure actuelle. Le Made in France, qui était finalement l'apanage des fachos, et je caricature, je ne veux pas trop politiser le débat, est devenu l'apanage des bobos. Et aujourd'hui, qui sont les premiers intéressés, les premiers acheteurs du Made in France? Ce sont les bobos, parce que le Made in France ça coûte cher, donc il faut du pognon. Et les bobos en ont, les homos aussi, au passage. Ce qui fait que on a complètement atténué cette image horrible du Made in France. Produisons chez nous, aujourd'hui, c'est un slogan que tout le monde s'accapare et qui est devenu un slogan positif. Il y a quelques années en arrière, c'était franchement pas le même combat. Et donc ça rejoint une évolution, à mon avis, des mentalités, une évolution politique, puisque je sais que ça intéresse un certain nombre de personnes, qu'on doit prendre en compte et qui doit nous préoccuper, puisque c'est le combat que certains ont mené ou continuent à mener, et aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. C'est quelque chose de positif, d'intéressant. Pensons à bien le développer, puisque c'est quelque chose de porteur. Mon petit polo français, quand j'ai lancé, le problème d'une marque de fringues qui se lance quand on n'a pas de contact, c'est la communication. Et à chaque fois que vous avez de la publicité, vous avez des retombées sur les ventes. C'est de l'achat compulsif, ça marche à 80% comme ça, même si ce n'est pas le cas de personnes plus rationnelles, il faut se dire que les acheteurs ne le sont pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai eu un certain nombre de parutions presse, internet, blog et compagnie. Un reportage avec France 3 qu'on va tourner lundi, là, notamment. Il y a également l'exemple du slip français que vous connaissez certainement, qui rentre aux Galeries Lafayette sur le simple nom du Made in France. Aujourd'hui, quand vous envoyez un article en disant j'ai monté une marque de fringues, on l'envoie au panier comme on le fait avec 99% des noms pistonnés. En revanche, quand vous dites ma marque de fringues c'est du Made in France ou ma marque de table c'est du Made in France, là on vous prend tout de suite, on fait un papier parce que ça fait vendre, c'est à la mode. Tout cela est finalement en fait un retour au protectionnisme économique. Donc on en revient à Carayon. Donc le protectionnisme économique, j'ai repris une de ces petites citations pour lui. Donc il a écrit un livre qui porte ce même titre. C'est une politique publique globale d'identification de nos vulnérabilités, ce dont on a parlé, de nos atouts, ce dont on a parlé également, et de mutualisation dans l'action. Vouloir protéger nos entreprises, ce n'est pas édifier un mur de l'Atlantique ou une ligne Maginot. Au passage, si c'était une ligne Maginot, elle ne nous aurait pas servi à grand-chose. C'est simplement avec méthode et en s'appuyant sur nos alliés européens, c'est son opinion, s'inspirer des dispositifs de nos concurrents. Puisqu'aujourd'hui, ayant perdu ce savoir-faire, pour en revenir à une industrialisation et à un retour aux sources, il faut forcément passer par ce qu'on nous a fait il y a 20 ans, c'est-à-dire se réaccaparer le savoir-faire. Et comme en politique, tous les moyens sont bons pour ça. Le protectionnisme économique, c'est effectivement un argument de crise. Une protection contre toutes les concurrences, c'est celui de Montebourg. Je pense que vous avez à peu près tout su vendre la une du Parisien d'aujourd'hui. Montebourg qui a fait la une du Parisien sur un fond de drapeau tricolore. Alors moi je suis en polo tous les jours, aujourd'hui je suis en costume, lui c'est le contraire, il est tous les jours en costume, et hier il était en marinière Made in France, ce matin avec un robot Electrolux dans la main, pour vanter les mérites du Made in France et revenir... Alors c'est un coup médiatique, il ne faut pas se leurrer, c'est clair que c'est un coup médiatique. Mais tant mieux, puisque quand on fait tous les jours à tire-larigot la promotion qu'on peut appeler de l'industrie antisociale, en plein, aujourd'hui on a un ministre, quelle que soit sa tendance, qui nous vantait les mérites de l'industrialisation, du nationalement nôtre, etc. Il est de gauche, c'est pas grave, tant mieux. Il faut en profiter. On en revient au problème du savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la notion première dans une entreprise. Sauf qu'en Chine, et dorénavant, ils innovent aussi bien que nous, puisqu'on leur a donné toutes les compétences et les cartes pour être aussi compétitifs, quand dans le même temps, on a perdu, on a donné aux Chinois et puis aux multinationales qui sont là-bas, toutes les cartes en main pour apprendre à innover et pour apprendre ce savoir-faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde du textile, les entreprises chinoises innovent davantage que les entreprises françaises, tout simplement parce que les entreprises françaises, il n'y en a plus. Il n'y en a plus,
Vous êtes une multinationale, vous avez une armada de spécialistes et d'avocats qui peuvent venir à votre rescousse. Quand vous êtes une PME française, aller coller un procès à une entreprise chinoise qui existe plus ou moins internationale, c'est franchement pas le même boulot. Et puis il faut sortir le cash, parce que déjà qu'on a des gros problèmes de cash dans les PME françaises, et ça mériterait tout un exposé. On n'a pas forcément 50 ou 80 000 euros, puisque c'est le coût, c'est entre 50 et 80 000 euros le coût pour une PME d'aller poursuivre un concurrent déloyal en Chine. Le savoir-faire est parti. Il y a une vingtaine d'années, les emplois dans le textile représentaient 60 à 80 000 emplois en France. Aujourd'hui, on est à 5 000 emplois dans le textile en France, tout confondu. C'est-à-dire que sur ces 5 000 emplois, en réalité, on n'a que 1 500 petites PME, et on en a 3 500, les chiffres sont exacts, hein, c'est pas jaugé comme ça, on en a 3 500 qui sont des entreprises qui travaillent en interne pour des grands groupes, pour Hermès, pour Louis Vuitton, etc. Donc des entreprises qui innovent en propre, mais ce ne sont pas des PME qui vont innover pour derrière tisser un réseau industriel ou servir tout un pan industriel. Et à ce niveau-là, il y a une grosse différence à faire. J'en reviendrai dans le problème du coût du travail avec la différence entre les multinationales et les PME par la suite. Ce savoir-faire en France, c'est beaucoup plus. Il y a quand même quelques irréductibles et ils sont tenaces, tant mieux. Ce qui nous permet à l'heure actuelle d'avoir misé sur, même dans des secteurs qui étaient à faible valeur ajoutée, comme l'industrie ou le textile, on est aujourd'hui sur des niches à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une entreprise textile qui s'en sort aujourd'hui, c'est pas celle qui fabrique des petits polos français. Celle-là, franchement, elle n'est pas bien, financièrement parlant. Celle qui s'en sort correctement, c'est celle qui va faire des vêtements techniques, qui va faire du Gore-Tex pour millet, pour des vêtements alpins ou des vêtements spécialisés. Dans également tout ce qui est, alors c'est Armor Luxe, donc qui a fait la une avec Montebourg aujourd'hui, qui avait remporté il y a peu le marché public des vêtements des gendarmes et de l'armée, enfin d'une partie en tout cas, puisque les Rangers ont été délocalisés depuis bien longtemps. Elles étaient fabriquées en France, il y a encore 10 ans. Il reste seulement les bottes de la gendarmerie qui sont fabriquées par Weston en France. Qu'est-ce qui, à mon avis, fait que le savoir-faire, même s'il est parti pour une large part, reste ou a un avenir en France? C'est que le savoir-faire, c'est aussi, donc si c'est de l'innovation, puisque ça part de là, c'est aussi de la proximité, de la réactivité et de la petite série. C'est-à-dire que commander en Chine, c'est très bien quand on veut faire 10 000 pièces. Quand vous avez besoin de vêtements ou de matériel spécifique à petite échelle, vous ne faites pas fabriquer en Chine. Parce que là, ça vous coûte trop cher. Il y a le coût du transport, il y a le coût du transfert de savoir-faire, de l'adaptation de la culture, comme on en a parlé tout à l'heure, qui lui coûte très cher. Donc il y a toujours un avenir. Toutes les PME françaises qui misent sur le Made in France à l'heure actuelle et qui s'en sortent plus ou moins correctement, sont des PME qui ont misé sur un énorme investissement dans leur recherche et développement. Là où d'autres ont délaissé ce côté-là, puisque c'est quelque chose qui coûte cher, ça demande une vision stratégique à long terme. Un certain nombre de ces petites PME en France, qui travaillaient local entre guillemets, sont des PME qui, pour certaines, pour un grand nombre, avaient des patrons qui étaient à leur tête, qui n'étaient pas des grands stratèges ou des personnes qui n'avaient pas forcément une vision à long terme ou expansionniste. Là où on avait en face de nous des rapaces, des multinationales qui, elles, avaient bien compris que tout jouait sur l'innovation et on en profitait pour la délocaliser à moindre coût. On a notamment un exemple qui est excellent dans ce domaine-là, c'est les porcelaines Revol. Alors je suis sûr que ça parle à personne. Et c'est bien dommage parce que pour le coup, on connaît tous Ikea ou les fabricants d'assiettes fabriqués à l'autre bout du monde. En revanche, Revol, c'est une entreprise qui emploie, je crois, 600 à 700 personnes en France. Je ne peux pas dire de bêtises sur l'endroit exact. Et qui fait de la porcelaine et qui ont, eux, tout misé sur l'innovation. Donc les porcelaines Revol qui ont tout misé sur la recherche et le développement et sur le design, puisque là, ils ont recruté, notamment il n'y a pas longtemps, il y a eu un papier d'ailleurs qui est paru sur eux il y a quelques jours. Et donc, en misant tout sur la recherche et développement, avec des frais considérables, ils avaient à leur tête un patron qui est issu, je crois, de la 11e génération familiale, ou de la 12e génération familiale, qui croyait en l'avenir, qui n'en était pas à une recherche basique ou purement financière, et en misant tout sur la recherche et développement, a su
de par la qualité de ses produits et une innovation sans cesse, c'est par exemple, il a vu il y a quelques mois et quelques années, que la mode dans les restaurants était à servir sur des ardoises. Le problème, c'est qu'une ardoise, c'est pas hygiénique, ça se lave mal, ça se détériore, etc. Bon, bah lui, il a fait de la céramique imitation ardoise, à grands coups de recherche et développement sans cesse, avec une collaboration avec des études d'ingénieurs, avec l'embauche d'un designer qui sortait de l'école de Nantes il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est lui qui est à la base de ces petits gobelets froissés qui ont été rendus célèbres par McDonald's. Nespresso et compagnie, donc ces petits gobelets froissés qui étaient 100% made in France. La limite, c'est que McDonald's lui a dit, nous, on veut offrir un gobelet avec chaque café pendant telle période, donc on veut 4,5 millions de gobelets. Là, ils ont dit OK, McDonald's payait une somme considérable par unité, ce qui était intéressant pour l'entreprise. Seulement, M. Revol a dit 4,5 millions, je ne sais pas faire, et puis investir dans des outils de production pour pouvoir, à court terme, faire 4,5 millions de gobelets et sur un one-shot, ça va poser problème. Donc M. Revol, et c'est tout à son honneur à mon sens, a dit à McDonald's, vous êtes dans une démarche saine qui est de vouloir promouvoir mon entreprise, le Made in France, etc. On se heurte à des difficultés de production, des difficultés techniques. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on continue à tout fabriquer en France, seulement vos 4,5 millions de gobelets, on va les faire fabriquer en Chine, et on va les sigler Revol Collection. C'est ce qui s'est passé. À mon sens, c'était tout à leur honneur, puisque ça leur a permis de dégager un certain cash, de dégager surtout une notoriété sans précédent, une médiatisation qui allait de pair, et qui fait parler de Revol aujourd'hui. Ce qui veut dire que le Made in France a aussi des limites, sur le savoir-faire notamment, et sur la mise en application de la production et des capacités face aux demandes de multinationales qui souhaiteraient faire fabriquer en France éventuellement. En parlant de ces multinationales, on en vient au rayonnement international qui, à mon avis, est également une des qualités du Made in France. Alors, le rapport entre les deux peut paraître lointain. C'est pourtant ce bon vieux monsieur Mitterrand qui disait dans sa lettre à tous les Français « Pour survivre, on ne peut pas rester chez soi ». Il ne parlait pas de délocaliser. Il disait « La conquête des marchés extérieurs protège le marché intérieur ». C'est pas un facho qui l'a dit, ou alors c'était avant qu'il ne le soit plus. Puisque c'était en 80 ou en 80, oui, la lettre à tous les Français, hein, c'est ça. Ouais. Pourquoi ? Parce que on en revient au problème du protectionnisme économique, du repli sur soi, de la sécurité, mais surtout de la puissance économique. On peut faire des choses, on peut innover, on peut investir, on peut développer des entreprises quand on a une puissance économique. Le rayonnement à l'international, c'est un problème de puissance économique. Moi, si je veux vendre mes petits polos français demain matin à tous les pays du monde, ça va poser un certain nombre de problèmes. Pour les vendre chez Badabing Shop, c'est très bien. Pour les vendre ailleurs, on va se confronter à un certain nombre de soucis. On a notamment le problème des joint ventures en Asie et toutes ces implantations qui demandent encore une fois des investissements considérables. Cette internationalisation, ces exportations, c'est aussi une réaction saine qu'on doit avoir face à tous les désabusés qui vous répondront que ce serait déjà bien de travailler chez nous. C'est bien de travailler chez nous, mais quand on travaille chez nous et qu'on exporte, c'est encore mieux. C'est encore mieux puisque de par le rayonnement qu'on va avoir à l'international, on va dégager un certain nombre d'opportunités de qualité au point de vue national. À savoir, vous vendez des sapins en Azerbaïdjan et je crois que c'est d'ailleurs, je sais plus si c'est Arnaud Bolloré qui avait commencé en vendant des skis aux Émirats. Il n'est pas si mauvais que ça pour avoir construit ce qu'il a construit, mais il a commencé en vendant des skis aux Émirats. Il n'est pas encore de piste artificielle à l'époque, donc il avait été très bon. Ce qui fait que quand des personnes s'intéressent à vous à l'étranger, ça a forcément un retentissement médiatique, et vous avez des retombées nationales, enfin des retombées au sein de l'Hexagone qui sont encore plus profondes, puisque il y a cette image de marque. Si là tout de suite je vous dis, moi j'ai un magasin à New York, vous allez dire, mon petit polo français, c'est une marque super connue, c'est génial. Donc c'est ce même principe. Donc ce principe du rayonnement à l'international, c'est ce qu'a développé Agnès B dans sa collection de vêtements,
qui sont d'ailleurs toujours produits à 40% en France, c'est une des dernières irréductibles, qui, elle, sigle à partir de ce mois-ci, je crois, ces étiquettes, ce qu'elle ne faisait pas avant. Donc on en revient toujours à ce retour aux sources du Made in France, qui redevient quelque chose de positif et au contraire de demander. Donc pour répondre à cette demande, on a des groupes internationaux comme Agnès B qui vont sigler leurs étiquettes Agnès B fabriquées en France, pour le vendre en France et à l'international. Les exemples d'Hermès, de Louis Vuitton, pour partir sur les grands groupes, qu'on peut critiquer et qui sont à discréditer ou accrédités d'un certain nombre de défauts sur beaucoup de points, notamment la recherche effrénée du profit, n'empêche que ces groupes, pour garder leur image de marque, et c'est ça dont il faut bien avoir conscience quand on dit Made in France, en France on s'en rend plus compte, mais à l'étranger on dit qualité. L'entreprise, la petite PME qui fabrique mes polos, fait 2 millions de chiffre d'affaires, donc c'est ridicule pour une entreprise textile, quand bien même ce soit énorme pour une entreprise de textile en France. Elle réalise 50% de son chiffre d'affaires dans l'exportation de marques en propre au Japon. Parce qu'au Japon, on est friand de fringues fabriquées en France. Les Lacoste, toutes les autres entreprises implantées en France, Saint James notamment exporte beaucoup au Japon, qui ne fabriquent pas forcément ou seulement une partie de leur production en France, sigle conçu en France. Et vous le trouvez partout, sur le polo, sur l'emballage, sur les emballages plastiques, sur les boîtes, sur les affiches. Bon, pareil avec le camembert, parce qu'il y a une demande certaine dont on n'a plus conscience en France. Quand on dit l'industrie française est morte, c'est faux. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, elle semblait morte pour les Français puisque c'était plus un sujet d'actualité. À l'étranger, ça l'a toujours été et ça continue à l'être. Le dire, le savoir et puis montrer de belles études qui nous font comprendre que produire en France a un intérêt éthique, économique et un intérêt profitable financièrement parlant pour l'entreprise, se heurte à la mise en pratique. Et on en revient au problème du coût du travail. La compétitivité dont on nous rabâche tant les mérites de l'Allemagne au détriment de la compétitivité française dans les grands médias depuis quelques mois. C'est vrai. On se heurte à une évolution du coût de production en France qui va croissant et qui continue à aller croissant, notamment à cause de tout ce problème de charge sociale qui fait que quand on paye 20 à un salarié, il nous coûte 35. On va pas dire 40 parce que 40 c'est exagéré, mais il nous coûte 35 quand on lui donne 20. Là où, non seulement à l'étranger, les salaires sont plus bas, mais surtout, le coût de la protection sociale obligatoire est bien moindre. Et quand une entreprise dit « je vais embaucher, j'ai besoin d'embaucher un salarié », une multinationale dit « quand j'embauche un salarié à 20 000 euros en France », il va lui coûter 35 000. Donc le salarié dit « moi je coûte 20 000 », mais la boîte dit « non, il me coûte 35 000 ». Tout ça sans les problèmes de conflit qu'on va avoir derrière, puisque on sait bien que les tribunaux de prud'homme sont largement du côté salarié. Quand elle va dire « mon ouvrier européen, lui, me coûte 15 », donc il me coûte déjà 5 000 euros de moins, mais surtout il me coûte 7 et non 15 en protection sociale. Donc au final il va me coûter 22, là où le salarié français coûte 35. Et c'est là où on s'y méprend souvent, et où à mon avis les syndicats ne font pas correctement leur travail. Alors c'est peut-être en connaissance de cause et ce n'est pas à leur mérite si c'est le cas. C'est que le problème du coût du travail, cette évolution qui va croissant, n'est pas prête de se résoudre. Même si on a un certain débat à l'heure actuelle sur le financement de la sécurité sociale, le fait de raboter un certain nombre de coûts pour en récupérer d'autres, on n'est pas en ce moment avec le gouvernement dans une optique de baisse du coût du travail. Et c'est toute l'histoire, toute la problématique de la TVA sociale. Pour faire court, si on augmente un peu la TVA, on fera payer plus aux consommateurs, mais les entreprises paieront moins. Alors le consommateur lambda contre, parce que lui va payer plus cher au final. Oui, il va payer plus cher, c'est vrai, à court terme. En revanche, l'entreprise, elle, qui a une vision à moyen et long terme, le coût du travail et donc le coût de son outil, de sa production, sera moins cher. Ce qui fait que, dans cette optique de moyen et long terme, comme ne raisonne encore une fois, et c'est le plus important, ne raisonne pas le salarié, l'entreprise va pouvoir créer davantage de valeur ajoutée. C'est ce qui pêche dans le débat aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas que sa canette de coca coûte 50 centimes plus cher.
c'est le problème des multinationales et des PME. Le Made in France, ça peut être l'apanage de tous. C'est l'apanage de Vuitton et d'Hermès dans le cadre des multinationales. Sauf que ces multinationales ne représentent au final qu'une petite partie du savoir-faire Made in France, quand bien même il soit beaucoup plus médiatisé que les autres. C'est la même problématique dans l'industrie automobile quand on nous dit c'est dramatique, Peugeot va fermer le site d'Aulnay, on va avoir 3000 emplois en moins. Le souci, c'est tous les sous-traitants PME qu'il y a derrière, qui fournissent le travail aux 3000 emplois de Peugeot, qui vont représenter 5 ou 6 000 emplois à plein temps, donc 10 ou 11 000 emplois dans les PME françaises, aux quatre coins de l'Hexagone. Des PME qui, contrairement à Peugeot, qui restructure, et donc en restructurant, va faire des économies d'échelle, pour déplacer son outil de production ailleurs. Ces PME, elles, n'ont pas la possibilité de restructurer et de déplacer leur outil de production, donc soit vont foutre des salariés dehors en perdant de la création de richesse, voire vont mettre la clé sous la porte, puisque mettre des salariés dehors, ça va leur coûter cher et ça va causer tout un tas de problèmes. Donc quand on vous dit ArcelorMittal, Florange, Peugeot balance 500 000 emplois, et ça c'est une réflexion qu'on n'a absolument pas, et c'est bien entendu volontaire de la part des médias et du politique, puisque quand on a la CGT de Florange ou de Peugeot qui veut mettre un coup de bambou dans tout ça, et dans la fourmilière, elle peut le faire parce qu'elle en a les moyens. Les 10 ou 11 000 salariés qui sont répartis en 300-400 PME tout autour de l'Hexagone, eux on les entendra jamais, ou 30 secondes sur France 3 Régions. Et le problème il est là. C'est le problème central à l'heure actuelle. Et c'est tout le problème du Made in France, en ce que l'innovation vient non pas des multinationales, puisque les multinationales sont plus, même si elles ont quand même une part de R&D, ne sont plus dans la création et dans l'innovation, elles sont dans le rachat de la création et de l'innovation auprès de ces petites PME. C'est la petite PME du coin, quelle qu'elle soit, qui va se faire racheter parce qu'elle aura des brevets ou un outil de production développé par ces multinationales qui seront intéressées par cet outil, par cette richesse qui pourra être immatérielle et qui le sera dans la plupart des cas, parce qu'elle aura les moyens financiers et stratégiques d'utiliser à bon escient pour développer ces outils dans une vision de profit à moyen et long terme. Les PME n'ont pas été encouragées suffisamment, voire délaissées par les politiques publiques, encore une fois de droite comme de gauche, au cours des dernières décennies, puisque ces PME, on ne leur a pas permis de donner le plein pouvoir et la pleine capacité de montrer leurs pleines aptitudes. Et il ne faut pas oublier que les multinationales, c'est bien gentil, mais que les PME, c'est quand même le premier créateur d'emplois en France. Et l'artisanat et les PME, bien loin devant les multinationales. Et le problème, c'est que donc ces politiques publiques sont allées à l'encontre de l'intérêt des PME, alors pas forcément à l'encontre, mais ne sont pas allées dans leur sens, alors qu'elles auraient dû pour... Je ne vais pas vous réexposer ce pan de l'histoire, mais pour créer la richesse, créer l'emploi, etc. Il y a les pigeons dont on a beaucoup entendu parler. Pourquoi on a entendu parler? Parce que quelques intervenants nationalement connus qui ont pris à partie le gouvernement. Les pigeons, ce n'étaient pas les petites PME du coin, ou en tout cas elles les ont rejoints. C'était des sociétés, des start-up de développement en biotech et nouvelles technologies, à forte valeur ajoutée et à forte croissance dans un horizon temporel très court. Parce qu'elle, quand elle se crée, et un petit fonds de capital investissement, de capital risque qui vient, on met 500 000, on met 1 million, mais à 6 mois, on espère, alors parfois on se plante souvent, mais on espère valoir 10 ou 20 millions. Et là, effectivement, quand on met 60% sur ces 10 ou 20 millions de création de richesse à un horizon de 6 mois, là, ça pose problème. Parce que le patron de PME, lui, il s'en fout les 60% l'embêtent. C'est un problème, mais il se dit, de toute façon, moi, mon entreprise, je ne la céderai pas dans 3 ou dans 5 ans, mais peut-être dans 7, 10 ou 20 ans. Et d'ici là, toute cette politique fiscale, elle aura changé 5 ou 6 fois. Il ne faut pas se leurrer, c'est 60% ou c'est 75%, quand bien même la CSG à la base et la CRDS étaient elles aussi provisoires. C'est des politiques publiques qui changeront, et dans 5 ans, peut-être qu'on n'imposera plus du tout. Donc, ce n'est pas, à mon avis, le problème majeur. Pourquoi on n'a pas avantagé les PME, mais on a largement avantagé ces multinationales? C'est l'histoire de la niche Copé. La niche Copé, du nom du fameux, bien entendu, a été de créer... donc c'est une loi qui est passée en une semaine, comme toutes les lois dont on ne veut pas qu'elles fassent trop de bruit. C'est une loi qui a exonéré d'imposition sur les plus-values les cessions de filiales détenues depuis plus de 2 ans. Ce qui a permis
Et donc, coût chiffré par Borloo, pour l'État, sur 3 ans, 30 milliards d'euros. À l'heure actuelle, on en a essayé de raboter pour 500 millions. Hein. Donc Monsieur Copé est bien gentil. 30 milliards, lui, d'un coup, comme ça, et personne ne peut en parler et ne s'est rendu compte de rien. Et pourquoi ça pose problème d'exonérer les plus-values, ces sociétés de plus-value sur la cession de filiales depuis plus de 2 ans? Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on veut délocaliser? Paf, on prend une filiale qu'on détient depuis plus de 2 ans, on la vend ou on l'extrade, et elle nous a rien coûté. Enfin, elle nous a rien coûté. Le cash qu'on en a généré, le produit de la vente, a été exonéré de plus-value. Et ces filiales, ça peut être des PME qu'on a rachetées. Donc c'est un cercle vicieux, on en revient toujours à la même chose, à un combat entre guillemets entre les multinationales et les PME, et on perd trop souvent de vue le fait que toute cette innovation, elle est due au premier plan aux PME. Ces PME qui, elles, font du Made in France, quand bien même elles peuvent avoir des filiales de l'Union Européenne, elles ont rarement un intérêt certain à avoir des filiales à l'étranger. Et donc c'est vraiment là-dessus que je souhaite vous avertir et vous éclairer, le fait qu'il faut bien dissocier le raisonnement entre les multinationales et les PME. Pour finir, pourquoi le Made in France revient en force? On en est aujourd'hui à des statistiques, donc c'est des statistiques du Crédoc qui datent de 2010 à 2011, hein, donc c'est pas, ça sort pas de n'importe où. On en est aujourd'hui à 65% des consommateurs qui sont prêts à payer plus cher pour acheter du Made in France que du Made in China. 50% des consommateurs privilégient le Made in France sur le Made in Europe. Donc là on en est encore dans un cercle plus restreint. Privilégier le Made in France ou Made in Europe, ce qui peut sembler pour beaucoup de monde peu intéressant, c'est 50% aujourd'hui, donc c'est un Français sur 2. C'était 30% en 1997 et 40% en 2005. Donc on est vraiment sur une pente de pleine croissance de l'intérêt du Made in France. Un taux de 73% de Français qui regrettent, déplorent le déclin de l'industrie française et de la production en France. Tout un tas de statistiques qui étaient beaucoup plus faibles seulement quelques années en arrière, encore davantage il y a 15 ans, qui montrent que, quand bien même les jeunes désaffectent largement les rangs de l'industrie française, on a toutes ces PME et tout ce Made in France qui peut être fier de lui et qui redore son blason avec brio. Il y a toutes les couleurs. Alors il y a bleu, blanc, rouge, bleu roi, blanc, rouge, richinet, du saumon pour les filles, du bleu marine et du noir pour les garçons. Sachant que la particularité du blanc et du noir, c'est qu'ils ont des manches tricolores. Enfin, le blanc a une manche bleue et une manche rouge, le noir